Bonjour, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. Le ministre des Services autochtones, Marc Miller, a réagi à la mort de Joyce Echaquan au Québec. Avec notre panel de journalistes, on revient entre autres sur les demandes d'excuses à Ottawa 50 ans après la crise d'octobre. Mais d'abord, une entrevue avec la nouvelle chef du Parti vert, Anami Paul. Après une course d'1 an pour remplacer Élisabeth May, le Parti vert a choisi Anami Paul comme sa nouvelle chef permanente. La femme de 47 ans a remporté la victoire samedi après 8 tours de scrutin. Madame Paul est une avocate bilingue de Toronto, immigrante de 2e génération, née de parents caribéens. Elle fut conseillère auprès de la Cour pénale internationale et de la Mission du Canada auprès de l'Union européenne. Anami Paul devient la première chef noire d'un grand parti politique fédéral au Canada. Sa plateforme propose, entre autres, un revenu de base garanti et des frais de scolarité postsecondaire gratuits. Et pour en savoir davantage sur Anami Paul, je la retrouve à Ottawa. Bonjour, Madame Paul. Bonjour. Félicitations d'abord pour votre victoire. On a beaucoup fait état depuis samedi, justement, de votre victoire historique en tant que première femme noire issue de la communauté juive à diriger un parti fédéral au Canada. Comment vous interprétez votre victoire à la tête du Parti vert dans le Canada d'aujourd'hui? Bon, d'abord, je dois remercier tous nos membres qui avaient décidé de mettre leur confiance en moi. C'est un énorme honneur. Je crois qu'ils ont décidé, en fait, qu'ils voulaient envoyer un message que la diversité, que c'est quelque chose d'important, que la représentation diverse, surtout au plus haut niveau de notre vie politique, est très important. C'est un vrai gaspillage qu'on n'utilise pas notre diversité pour créer des meilleures politiques pour les peuples au Canada. Alors maintenant, nous avons une chance et la prochaine fois, ça serait même plus facile pour une personne comme moi de s'imaginer dans notre vie politique. Vous êtes né à Toronto, vous êtes parfaitement bilingue, évidemment, ça s'entend. Vous avez dit en conférence de presse aujourd'hui que la francophonie, c'est une chose qui est très personnelle pour vous. Pourquoi c'est important, la francophonie, pour vous? Ça commence avec ma mère, en fait. Nous sommes une famille anglophone. Ma mère, elle provient d'une petite île anglophone. Mais comme Canadienne, elle était absolument déterminée que ses enfants soient bilingues si possible. Il y a malheureusement encore beaucoup de barrières à devenir vraiment bilingue ici au Canada, mais nous avons fait des énormes efforts comme famille. Nous avons fait des trajets d'1 heure et demie pour étudier dans la seule classe disponible à Toronto à cette époque. Alors, oui, je le remercie chaque jour pour ça. Et moi, en tant que mère, j'ai aussi décidé d'inscrire mes enfants dans notre système scolaire francophone public. Alors, ils font membre de la francophonie et ça, c'est quelque chose que je tiens vraiment au cœur. Concernant le Québec maintenant, le Parti vert détient actuellement 3 sièges aux communes sur 338, aucun au Québec. Vous avez déjà manifesté en fin de semaine votre intention de passer beaucoup de temps au Québec. Quel est le message que vous voulez envoyer aux Québécois? Oui, c'était le message du samedi soir. C'est un message de bienvenue. J'espère que les Québécois et Québécoises se sont vraiment chez eux avec nous parce que nous sommes le parti pour tous les progressistes. Et je suis toujours vraiment, c'est quelque chose de remarquable, la quantité de gens qui sont vraiment progressistes au Québec. C'est là où nous avons eu les plus grandes manifestations pour réclamer l'action, pour combattre la crise climatique. Alors, pour tous ces progressistes, je dis que si vous cherchez une maison, un parti national, c'est le Parti vert et il y a une place là pour vous. Mais vous savez qu'au Québec, il y a déjà 4 grands partis qui se battent pour gagner la faveur de l'électorat. Il y a, entre autres, le Bloc québécois qui détient 32 sièges sur 78 dans la province. Le premier ministre du Canada vient du Québec. Il est député libéral au Québec, les libéraux qui comptent d'ailleurs 35 sièges dans la province. Alors, comment le Parti vert compte s'y prendre pour prendre sa place, je dirais, au Québec à la prochaine élection? Qu'est-ce que ça va être la stratégie?
Oui, c'est coincé. mais oui, il y a encore une opportunité parce qu'il y a beaucoup de progressistes au Québec qui nous m'ont contacté et qui ont contacté notre campagne pendant tous ces longs mois de course à la chefferie pour dire il y a encore beaucoup de Québécois qui cherchent leur maison, qui cherchent un parti vraiment progressiste qui va combattre contre la crise climatique, qui va compléter notre filet social et ils cherchent leur chez nous. Alors, même s'il y a beaucoup de compétition, il n'y a pas apparemment pour beaucoup de gens un parti qui le reflète sur le plan national en ce moment et ils considèrent le Parti vert. Bon, vous parlez évidemment, l'ADN en fait du Parti vert, c'est l'environnement. Vous parlez des changements climatiques. On sait que le Canada actuellement est plongé en pleine pandémie, comme tous les autres pays à peu près dans le monde. On a le sentiment que l'environnement et la lutte au changement climatique, c'est quand même pas une priorité pour les Canadiens. Comment vous allez faire pour imposer l'agenda de l'environnement dans un avenir rapproché? Oui, c'est un moment d'urgence pour beaucoup de gens et je comprends absolument qu'ils ont besoin de soigner ces besoins urgents. En ce moment, je crois que c'est un moment pour du courage et du leadership de la part de nos politiciens et nos partis politiques. Parce que nous sachons que la crise climatique n'a pas pris une pause. Alors, c'est le moment pour nous d'abord d'aider les gens à adresser leurs besoins le plus urgent. Pour ce qui est de la place pour nous aider à lutter contre la crise climatique, il faut leur rappeler que ça reste très nécessaire de le faire. Mais ce doit être un message de nos leaders et de les plus hauts niveaux de notre vie politique. Madame Paul, on va vous suivre. Merci beaucoup, Anna-Mie Paul, nouvelle chef du Parti vert, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. La communauté atikamekw réclame des excuses au gouvernement du Québec pour la mort de Joyce Echaquan la semaine dernière sous une pluie d'injures racistes à l'hôpital de Joliette. Elle demande aussi de participer à la commission d'enquête publique sur les circonstances de son décès. Les chefs atikamekw ont rencontré le premier ministre François Legault à ses bureaux montréalais en après-midi. Cette rencontre a eu lieu une semaine après la mort de la mère de famille de 37 ans qui a elle-même filmé ses derniers moments avec son téléphone cellulaire alors qu'une infirmière et une préposée aux bénéficiaires l'insultaient à coups de propos dégradants. Ce qui est arrivé à Mme Echaquan est totalement inacceptable, c'est gênant. Puis le gouvernement, moi, je pourrais m'excuser auprès de la famille. Pour réagir maintenant du côté d'Ottawa, je retrouve Marc Miller, qui est ministre des Services aux Autochtones. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Esther. Bon, une semaine plus tard, tout le monde est encore vraiment sous le choc par ce qui est arrivé à Joyce Echaquan. Je me demandais d'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, personnellement, de ce qui est arrivé avec cette mère de famille? Bien, écoutez, comme peu importe le fait que je suis ministre des Affaires autochtones, j'ai été dégoûté, horrifié par ce que j'ai vu, par ce que j'ai entendu, parce que de ce que je continue d'entendre par les gens qui me sont proches des Autochtones. Je relis le rapport Vian, le rapport sur l'Enfada, on voit l'accent qui est mis sur le racisme systémique qui revient dans le milieu hospitalier. La situation, plusieurs situations, qu'on parle de police ou qu'on parle de soins de santé, là où les gens sont les plus vulnérables. Alors, évidemment, comme je ne suis pas autochtone, les Autochtones vous diront qu'ils ne sont pas surpris. Plusieurs d'entre nous, comme Canadiens, comme Québécois, sont surpris. On est horrifiés, dégoûtés. Mais les Autochtones ne sont pas surpris, étant habitués à ce genre de traitement, coup sur coup, de façon systémique, à travers le Canada. Donc, ouais. D'une façon, je suis en train de réagir, mais comme ministre, évidemment, j'ai le devoir envers les Canadiens et les Autochtones de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et évidemment, on peut congier des gens,
Mais si on ne reconnaît pas le fait que c'est systémique, que ça arrive à travers le pays, on ne peut pas procéder à des politiques appropriées pour éradiquer ce poison. Oui, parce qu'on a beaucoup dit depuis une semaine que c'est pas un moment, un événement, isolé. Vous parlez de racisme systémique. Je me demandais, est-ce que vous avez un portrait de la situation au gouvernement? Savez-vous à quel point c'est répandu, ce genre de comportement envers les Autochtones? Bon, on a tous les rapports à l'appui, dont le rapport sur FADA ou l'équivalent québécois, le rapport vient, qui revient. Évidemment, les témoignages qui ont été déposés avec la commission sont d'une honnêteté que j'inviterais n'importe qui à aller reconsulter. Les témoignages sont là. On les réentend coup sur coup. J'ai des amis qui me contactent pour témoigner de leur propre expérience. On se dit, moi j'y crois toujours qu'on est le meilleur pays au monde, mais il y a des écarts, et évidemment des écarts énormes entre les pays, entre les peuples autochtones et les peuples non autochtones. Quand on parle d'indices de développement humain qui est répertorié par les Nations unies, on parle d'un écart de 40 places, ce qui est inacceptable. Et cet écart est dû en partie, en moitié, aux écarts et aux gouffres qui existent dans l'administration des soins de santé au pays. Oui, vous parliez un instant du rapport de la commission FADA. Évidemment, c'est cette commission qui a été lancée par votre gouvernement en 2015, commission d'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, dont le rapport final a été déposé l'an dernier et qui concluait à un génocide racial envers les femmes quand même. C'est une conclusion qui était très forte. Quand on regarde ce qui est arrivé à Joyce Echaquan la semaine dernière, il y en a plusieurs qui se sont demandé est-ce que cette commission d'enquête finalement a donné quelque chose? Pouvez-vous nommer une recommandation du rapport qui a été mise en place, qui a donné des résultats, des suites? Écoutez, le Canada n'a pas hésité à agir. On pense aux deux lois importantes de la dernière session de ce gouvernement, dont la loi C-92, qu'il faut continuer de mettre en place sur la garde des enfants, la juridiction de la garde des enfants, l'intérêt des enfants autochtones, les investissements qu'on doit faire pour que les gens, pour que les communautés autochtones peuvent avoir le contrôle sur leurs enfants, l'éducation de leurs enfants, la loi C-91 sur les langues autochtones, évidemment le dernier drame qui est survenu avec Joyce. On parlait de l'incapacité de se faire comprendre en Atikamekw. Lorsqu'on est en son plus vulnérable, évidemment, on parle notre langue maternelle. Il y a plein de recommandations qu'il faut continuer de mettre en place. Il reste à en mettre en place. Il y a plusieurs recommandations qui sont des choses qui ne peuvent se faire du jour au lendemain. Ça, il faut le réaliser, même sous le choc de ce qui s'est passé la dernière semaine. Mais il reste qu'il y a beaucoup d'actions qui se font attendre. Je ne suis pas ici pour justifier le gouvernement fédéral. Nous sommes tous, d'une certaine façon, en deuil. Nous continuons d'être en deuil. Mais les Canadiens, les Québécois, les Autochtones, d'autant plus, s'attendent à ce qu'on agisse. Et on ne va pas attendre pour agir. On a vu les derniers mois les demandes qui nous ont été faites au niveau du racisme systémique qui existe à l'intérieur des corps de police à travers le Canada. Ce que les gens nous demandent, c'est de réagir et de réagir plus vite. Et c'est ce qu'on va faire. Marc Miller, ministre des Services autochtones, merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci. Merci. Bye-bye. La gestion de la pandémie au Québec et en Ontario a dominé les échanges à Ottawa au cours des derniers jours. C'est maintenant le moment d'analyser cette semaine qui se termine avec notre panel de journalistes, Joël Denis, Althia et Conrad. Bonjour à vous trois. Bonjour. D'abord, sur la gestion de la pandémie par Ottawa, l'opposition conservatrice accuse le gouvernement Trudeau d'avoir failli dans sa gestion de la crise, déplore aussi que des gens doivent se tourner vers le privé pour se faire tester. On a le sentiment que le premier ministre Trudeau est davantage critiqué qu'au printemps par rapport à sa gestion de crise. Althia, d'abord, est-ce que c'est dû à l'arrivée du nouveau chef conservateur Erin O'Toole? Je crois que oui. On voit que au printemps, M. Scheer avait vraiment pris du recul et puis que tout semblait aller très bien. Tu sais, les premiers ministres des provinces
conservatrice, ne critiquait pas beaucoup Ottawa. On voit quand même à ce jour que le Premier ministre Trudeau travaillent très bien ensemble, même s'ils sont peut-être pas d'accord sur les transferts en santé, par exemple, mais ils travaillent très bien. Puis je pense que l'arrivée de M. O'Toole, surtout maintenant qu'on voit Michelle Rempel, qui est la critique pour la santé, un ton qui est beaucoup plus agressif et personnel. Les ministres sont insultés par les critiques conservateurs, et puis on voit vraiment l'accès sur les tests rapides, le fait que Ottawa a manqué sur ce dossier-là. Si c'est moi, je suis pas convaincue que les Canadiens vont vraiment penser que c'est la faute à la ministre Haidou ou au premier ministre d'avoir comme personnellement refusé des tests rapides, mais on verra. Il semble penser qu'ils ont trouvé un dossier chaud puis qu'ils continuent à poser la même question. Ça fait 2 semaines qu'ils posent exactement les mêmes questions jour après jour. Conrad, reste que c'est surtout le Québec et l'Ontario qui font les manchettes pour leur gestion de la pandémie. Qu'est-ce qu'on doit penser des gestions de crise du coronavirus au Québec et en Ontario? Oui, mais d'abord, j'aimerais dire que c'est probablement plus permis, après 6 mois, après le début de la crise, de critiquer la performance des politiciens dans ce dossier-là, parce qu'on a eu quand même 6 mois. On s'habitue à la crise. Au début de la crise, on ne savait pas ce qui s'en venait et personne ne voulait critiquer la performance de quelqu'un d'autre parce qu'on nageait dans l'inconnu. Je crois que on va voir dans les prochaines semaines que les 2 premiers ministres de l'Ontario et surtout de Québec, parce que celle de Québec encore a le mauvais sort d'être le plus touché par cette pandémie. Et on a appris au mois de septembre que les personnels des CHSLD se promenaient encore d'une institution à l'autre. Et on savait que c'était une des façons que le virus se propageait le plus. Donc, c'était un manque de personnel tout simplement et le fait que ces gens-là devaient travailler dans plusieurs institutions pour gagner leur salaire. Mais c'était un peu inacceptable après 6 mois de crise que ça soit permis. On a mis fin à ça le 30 septembre, mais je crois que ça va revenir hanter M. Legault si on se retrouve dans 2-3 semaines encore avec une crise dans les CHSLD. Joël Denis, malgré les questions qui sont soulevées par rapport justement à la gestion de la pandémie au Québec, le premier ministre François Legault continue de se maintenir dans les sondages. En fait, le taux de satisfaction à son égard demeure très élevé 6 mois après la pandémie, après le début de la pandémie. Comment on peut expliquer ça? Je pense que M. Legault, dans ses explications, utilise un langage simple qui est facile à comprendre pour les gens. Donc, il garde son message très simple, très précis, et ça, je pense que ça l'aide. Sauf qu'il y a quand même un peu de confusion qui est entretenue parce que certains de ses ministres disent des choses qui sont parfois le contraire de ce que M. Legault avance, notamment dans le domaine de l'éducation. Ça a été un problème pour M. Legault et son gouvernement. Ça ne transpire pas encore dans les sondages, mais peut-être éventuellement, ça va l'être. Il faut dire que les critiques commencent à se faire quand même plus acerbes, je dirais, envers M. Legault et même envers M. Ford, pour la raison suivante. Ouais. Ce sont les provinces qui sont sur les lignes de front. Donc, ce sont elles qui gèrent davantage la crise que le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral, son rôle est plus effacé, je dirais. On transfère de l'argent, on donne de l'argent aux Canadiens qui en ont besoin, qui ont perdu leur emploi. Donc, c'est un rôle de soutien aux provinces et aux Canadiens. Mais les provinces sont véritablement sur la ligne de front. Donc, évidemment, s'il y a des failles, s'il y a des lacunes, s'il y a des ratés, ce sont les provinces qui vont écoper. Donc, les premiers des provinces, éventuellement, vont se faire chauffer les oreilles par les électeurs. Oui, les premiers intervenants. Sur la demande d'excuses maintenant, 50 ans après la crise d'octobre au Québec, parce que le débat s'est poursuivi de plus belle cette semaine. On en parlait ensemble la semaine dernière, mais ça a continué encore cette semaine. Le premier ministre Trudeau a affirmé hier dans une entrevue à la radio qu'il n'était pas vraiment intéressé à ce qui s'est passé il y a 50 ans. Althia, est-ce qu'on doit conclure que la porte du gouvernement Trudeau est définitivement fermée une fois pour toutes à présenter des excuses pour la crise d'octobre 50 ans plus tard? Je serais surprise, mais le Bloc semble convaincu qu'ils vont continuer à axer là-dessus, au moins presque chaque jour pour le restant du mois.
on voit qu'il y a quand même peut-être plus de questionnements du côté du Parti conservateur. Le NPD, qui n'était pas en accord avec les mesures de la loi de guerre en 1970, ne le sont toujours pas. M. Singh est sorti jeudi matin pour dire que bel et bien, lui, il pensait que le gouvernement fédéral devrait en fait s'excuser pour les injustices qui avaient été commises. Puis, le Parti conservateur, si on regarde qu'est-ce que Richard Martel, Gérard Deltel ont dit cette semaine, on dirait qu'ils semblent comme pas comprendre la question et ils ont tourné cette barre pour dire qu'eux, ils ne présenteraient pas des excuses eux-mêmes. Il n'y a personne qui leur demande de présenter des excuses de leur côté. Ça n'a vraiment pas rapport. Aussi, il y a une motion du Bloc québécois qui a été déposée. Elle n'est pas sur la liste précédente, alors elle ne va pas être débattue en Chambre tout de suite, mais ça se pourrait que même au printemps ou peut-être l'année prochaine, qu'on voit que la question se soulève encore une fois, si le Bloc décide de marteler cette question-là. Bon. Conrad, je veux vous parler de ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale. Althia parle d'une motion du Bloc québécois. Il y a aussi la motion du PQ qui demandait des excuses à Ottawa, qui a été rejetée par les libéraux. Il y a une motion des libéraux qui demandait des excuses à Ottawa, à Québec. Il y a la Ville de Montréal qui a été rejetée par la CAQ. Est-ce que la CAQ pourrait déposer sa propre motion pour tenter de trouver un compromis dans tout ça? Je n'en sais rien. Je pense que tout le monde aimerait que ce débat termine. Qu'il se débarrasse de ce débat-là. Parce que c'est pas confortable pour personne. Et qu'il n'y a pas on ne sent pas que l'opinion publique est embarquée dans ce débat-là. On trouve que c'est un débat entre politiciens. C'est surtout que les nationalistes québécois et la base du PQ et du Bloc est très intéressée à cette question. Et les historiens sont très intéressés à cette question. Mais la population n'est pas intéressée à cette question-là. Mm-hmm. Et je pense que ça donne à M. Trudeau, à M. Legault, une bonne marge de manœuvre pour éviter que cette question revienne à l'ordre du jour. Mais comme Michel David l'avait dit dans le Devoir cette semaine, ce serait mieux que M. Blanchet n'en parle plus, M. Blanchette ne parle plus pour un bon moment de temps, mais qu'il revienne au prochain débat des chefs lors de la campagne électorale pour voir comment M. Trudeau réagit en campagne électorale à cette question. Ça va être intéressant, effectivement, de voir si ça se poursuit. Joël Denis, quand même, reste que le débat risque de se poursuivre encore la semaine prochaine parce qu'on va souligner les 50 ans de la mort de Pierre Laporte. C'était, en fait, le 17 octobre. Est-ce que le gouvernement fédéral n'aura finalement pas le choix que de faire quelque chose, une reconnaissance qui pourrait être autre que des excuses officielles? Je pense que vous avez mis le doigt dessus, Esther. Ce que j'entends couler, c'est qu'il y aurait peut-être... On jongle avec l'idée que le premier ministre fasse une déclaration ministérielle qui n'engage pas forcément le gouvernement, une déclaration de 5 minutes qui viserait à souligner justement les événements tristes qui ont mené à la mort du l'ancien ministre Laporte et de l'enlèvement de James Cross. Donc, une déclaration ministérielle, c'est une des options avec lesquelles jongle M. Trudeau. Il y aura aussi peut-être, les conservateurs seraient prêts à évaluer peut-être un débat de ce qu'on appelle en anglais un take-note debate, un débat technique qui permettrait à chacun de s'exprimer, mais qui n'engagerait pas la Chambre des communes à faire des excuses ou offrir des compensations. Donc, il y a quand même un débat qui fait rage, je vous dirais, au sein du cabinet fédéral, mais on est solidement derrière la position de M. Trudeau. On ne veut pas que M. Trudeau présente des excuses. Et M. Trudeau, ça serait quand même embêtant pour lui parce qu'il se trouvait à porter un jugement sévère sur une partie de l'héritage de son père concernant la loi sur les mesures de guerre, par exemple. Donc, on ne veut pas aller là. M. Trudeau dit qu'il est davantage préoccupé par le présent, c'est-à-dire la crise de la COVID et la gestion de cette crise et apporter du soutien aux familles et aux Canadiens qui ont perdu leur enfant. Donc, il marque quelque peu des points. Je suis d'accord avec Conrad. Je pense que ça intéresse davantage les gens en ce moment que les événements qui se sont passés il y a 50 ans. Le temps file, il faut aller un peu plus vite. Oui, Althia, rapidement. Non, j'allais juste ajouter un bémol que cette question-là se joue très différemment au Canada anglais qu'au Québec. Oui. Effectivement, je pense que Conrad est d'accord avec ça aussi, lui qui a écrit dans le Globe and Mail la semaine dernière là-dessus. Conrad? Oui, absolument. Et en fait, je serais surpris que les conservateurs soient ouverts à débattre de cette question, mais je ne sais pas, mais parce que la base conservatrice est très hostile à l'idée même qu'on s'excuse et que demande plutôt les excuses comme André Pratt l'a fait dans Le Devoir hier de la part des felkistes.
Bon, le temps file. Je le disais, il y en a, ça fait aller plus vite. Je veux vous entendre sur le Parti vert, qui a une nouvelle chef, Annamie Paul, qui a été élue samedi. Madame Paul, qui a passé à l'histoire comme la première femme noire à diriger un grand parti fédéral au pays. Althia, quel impact va avoir son arrivée sur le Parti vert? Bon, je dirais déjà que le Parti vert se met à la gauche du NPD et vise vraiment peut-être les gens qui ont voté NPD au passé ou libéral, mais c'est toujours le cas, presque toujours le cas, mais vraiment maintenant se fiche beaucoup plus à gauche. Je pense que le fait qu'elle a encouragé son caucus à voter contre le discours du trône en disant qu'il n'allait pas assez loin, qui vraiment a mis la pression sur le NPD pour justifier pourquoi eux, ils avaient décidé d'appuyer le gouvernement en disant que oui, selon eux, à cause des congés maladie payés, que c'était assez. Elle a dit non, pas du tout. Il n'y a pas assez d'action sur les changements climatiques, pas assez d'action sur les soins de santé, puis pas assez d'action sur le revenu de base minimum. C'est quelque chose que le Parti vert depuis des décennies, disent que c'est la solution qu'ils recherchent. Alors, je pense que ça va être... je ne suis pas certaine qu'on va la voir dans la Chambre des communes. Elle se présente à Toronto Centre. C'est un siège libéral depuis plus de 27 ans, je crois. Mais elle est quand même... C'est une femme qui se présente très bien. Elle est très bonne dans les médias. Je pense qu'elle va être très présente. Et puis, si j'étais Jagmeet Singh, je serais un petit peu inquiète. Intéressant. Conrad, Mme Paul est pressée, visiblement, de faire son entrée aux communes. Elle se présente dans la partielle du 26 octobre dans Toronto Centre. C'est un château fort libéral qu'elle a déjà perdu, d'ailleurs, à l'élection générale l'année dernière. Qu'est-ce que vous pensez de sa stratégie de se présenter à cette élection partielle? De se faire connaître, surtout, parce que c'est dommage qu'elle n'ait pas eu plus de temps pour faire campagne, parce qu'évidemment, elle a eu un impact en fin de semaine. Plusieurs gens à qui j'ai parlé, elle s'est fait remarquer. Elle parle les 2 langues officielles très bien, elle s'exprime très bien, et elle se présente bien aussi comme quelqu'un de calme, mais avec beaucoup de conviction. Donc, je pense que l'idée de se présenter à la partielle, et c'est naturel parce que c'est sa circonscription, elle a déjà représenté, ou s'est déjà présentée, et elle y a déjà fait campagne, mais elle le fait avec les yeux ouverts, en sachant que ce serait quasiment impossible de gagner, mais c'est une bonne pratique. Joël Denis, Annamie Paul, en fait, Conrad le disait il y a un instant, est parfaitement bilingue. Elle parle un français impeccable. Et elle a des visées au Québec. Elle le dit. Quel pourrait être l'impact au Québec de l'arrivée de Mme Paul au Parti vert? Je vous dirais un impact, oui, au Québec. Ça dépend si elle est en mesure de communiquer adéquatement son message. Je pense qu'elle parle très bien français, comme Conrad l'a souligné, donc elle est très à l'aise dans des langues officielles, déjà un avantage. Et on dit souvent qu'on ne peut... la première impression est toujours celle qui retient l'imaginaire. Donc, très bonne première impression de la part de Mme Annamie Paul. L'autre élément, je pense qu'il faut souligner, c'est que Mme Paul a écrit une page d'histoire en devenant la première femme noire à diriger une formation politique nationale. C'est pas rien. Et elle pourrait bousculer non seulement le NPD, mais aussi le Parti libéral, qui, jusqu'ici, a tenu pour acquis, je pense, l'appui des communautés ethnoculturelles. Les gens des différentes origines vont se reconnaître en Mme Annamie Paul en disant, voici, c'est possible de diriger, d'avoir de l'ambition, de pouvoir faire sa marque. Et donc, elle pourrait aussi changer la donne, non seulement pour le NPD, mais aussi pour le Parti libéral. Donc, à surveiller. Il faudra que le Parti libéral travaille davantage, plus fort, je pense, pour conserver les appuis qui, historiquement, lui ont été acquis chez les communautés visibles et culturelles. Oui, c'est sûr qu'on va continuer à surveiller Mme Paul parce qu'elle a fait bonne impression au départ de sa première semaine, en tout cas. Althia, Joël Denis, Conrad, merci beaucoup pour votre analyse cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, ça complète notre vue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Bon week-end et à bientôt.